Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, candidat mais inéligible, c'est le dilemme que doit dépasser Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien et candidat à la présidentielle en 2025, mais il doit obtenir sa réinscription sur les listes électorales. Explication à suivre. En cette veille de Ramadan, le monde musulman se prépare à aborder un mois difficile avec une inflation galopante partout dans le monde. Exemple de la Tunisie, 12 millions d'habitants dont un tiers vit sous le seuil de pauvreté. Là-bas, les prix ont explosé et beaucoup se serrent la ceinture à l'approche du Ramadan. Grand angle politique ce dimanche soir sur la situation politique sénégalaise. Après un mois de bras de fer entre le président et le Conseil constitutionnel, où en est la démocratie sénégalaise que certains avaient craint de voir chavirer? Décryptage avec l'un des meilleurs analystes politiques de la politique sénégalaise, Babacar Ndiaye, politologue chez Wati, think tank panafricain. Laurent Gbagbo a accepté d'être candidat du Parti du peuple africain pour la présidentielle de 2025, mais l'ancien président est inéligible à cause de sa condamnation en 2018 pour braquage de la banque BCAO en 2011. Gracié mais non amnistié, son parti devrait d'abord obtenir sa réinscription sur la liste électorale. Les détails avec notre correspondante régionale, Makamara. C'est lors d'une réunion du comité central du Parti du peuple africain de Côte d'Ivoire ce samedi que Laurent Gbagbo a accepté d'être candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025. Première bataille à mener pour les partisans de Laurent Gbagbo, réinscrire le nom de leur leader sur la liste électorale. L'ex-président avait été condamné en 2018 à 20 ans de prison dans l'affaire dite braquage de la BCAO. Une condamnation qui a entraîné la déchéance de ses droits civiques et politiques. Gracié mais pas amnistié par l'actuel président en 2022, il est pour le moment inéligible. Conscient que toutes les conditions pour être candidat ne sont pas réunies, son parti espère et compte sur Alassane Ouattara pour voir son candidat parmi les principaux prétendants à la conquête du pouvoir présidentiel en 2025. Une question politique se règle de façon politique. Et c'est ce que nous espérons faire avec le pouvoir en place. Si, malgré nos appels du pied, malgré notre plaidoyer, rien n'y fait, eh bien, le parti se réunira et appréciera la situation. Il appartient au président de la République de voir comment il règle ce problème. Est-ce qu'il revient devant l'Assemblée pour modifier la loi de 2018 portant amnistie, pour que son champ soit étendu, ou alors il prend une décision politique à l'occasion d'un dialogue pour dire qu'on efface tout ça et puis on va de l'avant. Mais le plus important, c'est le résultat qui compte. La manière d'y arriver importe peu. Le résultat, c'est que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. En attendant que le congrès extraordinaire qui devrait certainement avoir lieu le premier trimestre 2025 pour la désignation formelle, le PPAC continue de remobiliser ses troupes compte tenu des résultats catastrophiques obtenus lors des élections locales en 2022 pour être prêt pour la présidentielle. Comme de nombreux musulmans dans le monde, la Tunisie se prépare pour un mois de Ramadan difficile. Face à l'inflation, le coût de la vie qui augmente, beaucoup se serrent la ceinture. Habituellement, les Tunisiens se préparent au mois sacré du Ramadan en s'approvisant en grande quantité d'aliments de base. Mais cette année, la flambée des prix sur fond de récession et montée du chômage affecte lourdement leur pouvoir d'achat. Clémence Valère. C'est un mois de Ramadan qui s'annonce difficile pour les Tunisiens. Cette année, en plus de l'inflation, le chômage mine l'économie tunisienne. En conséquence, certains se limitent dans leurs courses pour le mois sacré musulman. Aujourd'hui, je suis sortie et pour la première fois depuis longtemps, les prix sont élevés. Même la viande hachée que nous utilisons pour préparer certains plats est devenue quelque chose d'inabordable. Les gens n'ont pas d'argent, les salaires ont été versés avant le Ramadan, donc fin février, et ne le seront que peu avant l'Aïd, vers le 8 avril. Cette année, la plupart des gens n'ont donc aucun revenu pour le mois. Les gens étouffent. La Tunisie compte 12 millions d'habitants, dont un tiers qui vit sous le seuil de pauvreté. Depuis 2 ans, le pays subit une inflation élevée, moyennant 10% par an. Suite à une sécheresse qui a décimé les récoltes l'an dernier, la croissance post-Covid du territoire s'est essoufflée, le poussant dans une récession fin 2023. Pour cet économiste, la politique économique du gouvernement est à pointer du doigt.
Je crois que c'est un choix délibéré de la part des pouvoirs publics qui ont choisi et ont préféré le remboursement des dettes extérieures essentiellement, au détriment de l'approvisionnement du marché intérieur en matière de base et en intrants, surtout en intrants, qui a causé un problème de croissance. En Tunisie, c'est l'État qui centralise les achats des produits subventionnés et le manque d'argent dans les caisses publiques provoque régulièrement des pénuries de farine, riz, sucre ou semoule. Pour l'économiste, le manque de ressources résulte aussi du choix du président de rompre avec le FMI l'an passé. Allez, à présent, on passe au reste de l'actualité en bref et en images. Troisième kidnapping en une semaine au Nigeria. Dans la nuit de samedi à dimanche 10 mars, ce sont une quinzaine d'élèves d'une école coranique et une femme qui ont été capturés dans un village isolé de l'état de Sokoto. Dans cette région frontalière du Niger, les campagnes ont été largement désertées par crainte des attaques des bandits qui volent le bétail, pillent et kidnappent. L'état-major centrafricain a annoncé la reprise de la ville de Siki-Kédé des mains des rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement. Cette localité située à l'extrême nord-ouest du pays, des affrontements y ont lieu et un bilan assez lourd, plus d'une quarantaine de rebelles tués, plusieurs motos détruites, plusieurs blessés du côté des forces armées et 5 militaires seraient morts, d'après le communiqué de l'état-major des forces armées. Succès Masra sera candidat à la présidentielle du 6 mai au Tchad. Le Premier ministre civil de la junte militaire au pouvoir a annoncé sa candidature. Une semaine après celle du président de la transition, l'opposition dénonce une candidature prétexte destinée à donner un semblant de pluralité à un scrutin qu'elle considère gagné d'avance par Mahamat Déby Itno. Allez, on ouvre la page grand angle politique de ce journal. Ce dimanche, on s'intéresse à l'état de la démocratie sénégalaise, longtemps cité en exemple dans la sous-région, mais mise à mal depuis quelques années par des décisions politiques. Comment va la démocratie sénégalaise ? Le 3 février, Macky Sall a annoncé un report de la présidentielle qui devait se tenir le 25 février. S'en est suivi un bras de fer juridique avec le Conseil constitutionnel. Retour sur un mois de tension avec Clémence Valère. Le 3 février 2024, le président Macky Sall annonce la suspension du processus électoral, mettant en pause l'élection présidentielle qui devait avoir lieu à la fin du mois. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Une annonce qui va plonger le Sénégal dans une crise politique et déclencher un bras de fer entre le président et le Conseil constitutionnel. 3 jours plus tard, l'Assemblée nationale approuve le report du scrutin au 15 décembre. Une approbation qui sera invalidée le 15 février par le Conseil constitutionnel, saisi par les membres de l'opposition. Les 7 sages estiment que le report du vote et le maintien du président à son poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur sont contraires à la constitution sénégalaise. Un grand soulagement pour certains électeurs. C'est un soulagement parce que tout le monde était à bout. Le Conseil constitutionnel a fait son devoir et c'est ça la réaction qu'on attendait. Le 26 février, pour apaiser les tensions, le président Macky Sall convoque un dialogue national pour trancher sur la question d'une nouvelle date, proposant le 2 juin, une date rejetée à la fois par les membres de l'opposition et le Conseil constitutionnel. Lors du dialogue national, boycotté par la majeure partie de l'opposition, le président a aussi annoncé vouloir créer une loi d'amnistie pour les personnes détenues pour des motifs politiques ou accusées d'infractions commises lors des manifestations entre février 2021 et février 2024. Un texte validé le 6 mars par l'Assemblée nationale, mais qui divise la sphère politique et l'opinion publique sénégalaise. Finalement, le Conseil constitutionnel a retenu la date du 24 mars pour tenir le premier tour de la présidentielle. Aucune date n'a été définie pour un second tour probable.
Allez, place au décryptage à présent avec Babacar Ndiaye, l'un des meilleurs analystes politiques du pays. Babacar, merci de nous aider à comprendre la situation politique au Sénégal. Tout d'abord, que gardez-vous de cette séquence? Un mois de tension et de bras de fer juridique avec le Conseil constitutionnel. On a beaucoup entendu dire que les 7 sages du Conseil avaient en quelque sorte sauvé la démocratie sénégalaise. Qu'en pensez-vous? Sauver la démocratie sénégalaise, je dirais oui, d'une certaine manière. Mais je dirais surtout que le Conseil constitutionnel a sauvé le processus électoral qui était vraiment dans les difficultés. Il y avait beaucoup d'incertitudes à l'issue de cette élection, de ce scrutin présidentiel. Et en réalité, ce que j'aimerais dire, c'est que finalement, le Conseil constitutionnel n'a fait que jouer son rôle dans ce processus électoral, son rôle qui consiste à faire respecter la Constitution sénégalaise. Et il faut dire aussi qu'elle a eu une posture courageuse qui a permis d'éviter d'autres types de scénarios que nous pouvions avoir. Mais il faut rappeler qu'en 2016, le Conseil constitutionnel avait indiqué au président Macky Sall qu'il ne pouvait pas réduire son mandat. Donc, il aurait été incongru, voire difficile à comprendre, que le Conseil constitutionnel accepte qu'on puisse allonger la durée du mandat avec 9 ou 10 mois de plus. Donc, je crois que c'est une décision de cohérence avec tout ce que le Conseil constitutionnel a pu dire ces dernières années par rapport au fait que le mandat, il est intangible, on ne peut pas le toucher. Alors à présent, la date des élections est connue, c'est le 24 mars. Parlons des électeurs. Quel est le profil type de l'électeur sénégalais? Est-ce que celui qui se mobilise, qui manifeste parfois dans la rue, est-ce que c'est celui-là qui vote au Sénégal? Ce que j'aimerais dire, c'est que l'élection présidentielle est d'abord l'élection qui mobilise le plus les populations. Parce que lorsqu'on a les législatives et les locales, c'est vrai que les gens votent, mais vraiment l'élection présidentielle est l'élection qui cristallise le plus d'engouement et c'est normal par rapport à sa caractéristique. Je regarde tout à l'heure les chiffres un peu, on se rend compte qu'en 2019, on avait une forte participation de l'électorat déjà avec 66,2%, alors qu'en 2012, la participation était de 51,5%. Alors qui vote? Je dirais que majoritairement, on a l'impression que de plus en plus les jeunes sont vraiment intéressés par cette élection présidentielle. Et à chaque fois que les jeunes ont voté, il y a eu vraiment des scores assez intéressants, une participation forte. Il faut rappeler qu'en 2000 et en 2012, ce sont ces jeunes qui ont permis d'avoir ces alternances que nous avons connues au Sénégal. Et d'un point de vue, dans cette élection présidentielle, évidemment, les jeunes auront aussi leur mot à dire. Il faut rappeler que 75% de la population est composé de personnes ayant moins de 35 ans. Donc c'est pour vous dire que la jeunesse constitue un électorat fort. Mais nous avons aussi les femmes, nous avons aussi les personnes ayant plus de 50 ans. Donc c'est une composition assez hétéroclite. Mais je rappelle que la jeunesse joue un rôle important à chaque fois qu'il y a eu un enjeu fort autour d'une élection présidentielle. La jeunesse qui est très mobilisée, on vous a entendu. Parlons à présent des candidats. Ils sont 19 retenus et ils ont 12 jours pour faire campagne, ce qui est peu. Et en plus, on sait que la situation est assez inédite parce que ça sera en plein Ramadan au Sénégal. Certains ont démarré la campagne. On va entendre le Premier ministre sortant, Amadou Ba, et Khalifa Sall. Et puis, on parlera justement des enjeux de ces différents candidats. On les écoute. Ensemble, nous avons surmonté les obstacles et nous avons tracé une voie vers un avenir plus prometteur pour notre pays et notre population sous le leadership du président Macky Sall. Je suis heureux, après tous ces mois d'épreuves et d'incertitudes, qu'on puisse commencer enfin cette campagne électorale. On vit une situation inédite dans ce pays. C'est la première fois en 64 ans d'indépendance qu'on connaisse une situation pareille. Alors, on est revenu justement, Babacar Ndiaye, on a vu justement le profil des électeurs, le profil des candidats à présent. Quels sont les enjeux? Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes pour les 19 candidats. Oui, absolument. Je dirais que nous sommes dans une configuration politique d'abord qui est inédite, il faut le rappeler. Nous n'avons pas le président en exercice qui est candidat à un autre mandat. Il n'est pas dans la course cette fois-ci. Donc, c'est vraiment une configuration inédite. Et nous avons 19 candidats. Et je crois que c'est une première au Sénégal d'avoir 19 candidats. Et dans ces 19 candidats, nous n'avons qu'une seule personne qui a déjà
qui a déjà été candidat à l'élection présidentielle, en l'occurrence M. Idrissa Seck. Donc oui, nous avons plusieurs candidats avec chacun qui est en train de présenter son offre programmatique. Mais lorsqu'on regarde un peu d'où viennent ces candidats, on a l'impression qu'il y a deux grands blocs. Il y a d'abord le bloc Benno Bokk Yakaar, donc le bloc de la coalition au pouvoir avec Amadou Ba, vous l'avez dit, mais aussi nous avons des personnalités qui étaient récemment justement dans cette coalition, en l'occurrence M. Ali Ngouille et l'ancien Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Et de l'autre côté de l'opposition, nous avons la grande coalition Yewwi Askan Wi, qui est représentée par 5 à 6 candidats. Donc voilà, nous avons des candidats aussi au sein de cette coalition de l'opposition qui, il faut le rappeler, a eu à faire des résultats importants lors des dernières élections législatives ou locales. On parlera d'eux dans les détails, mais peut-être un mot, il n'y a qu'une seule femme, Anta Babacar Ngom. Quelles sont ses chances et ses ambitions? Absolument, vous avez raison de le rappeler et c'est important. Et c'est la plus jeune en plus. La plus jeune, il me semble, le plus jeune, il me semble, c'est Pape Djibril Fall, le candidat des serviteurs. Mais Anta Babacar Ngom, oui, elle a 40 ans. Elle vient du secteur privé, donc c'est une chef d'entreprise qui est dans le milieu agricole. Et il faut dire que voilà, je crois qu'elle va défendre un peu les idéaux du secteur privé. Dans son programme, on parle beaucoup d'industrie, donc d'emploi des jeunes. Et je trouve que ça va être aussi un des éléments forts de cette campagne présidentielle. Ça va être aussi la question de l'emploi des jeunes. Et je crois que c'est un des candidats aussi qui porte vraiment cet élément dans son programme et dans ses idées. Alors, on a parlé du Premier ministre sortant, donc c'est le candidat du pouvoir, Amadou Ba. Mais on se demande, Babacar, est-ce qu'il peut battre campagne sereinement? Est-ce qu'il ne serait pas, en quelque sorte, la première victime de ce report de la présidentielle? Oui, je dirais que la candidature d'Amadou Ba démarre quand même assez tardivement, mais d'une certaine manière, il a quand même occupé 2 casquettes durant ces derniers mois. Il a été Premier ministre et il a quitté ses fonctions il y a quelques jours, je crois qu'il y a 2-3 jours. Et là, maintenant, il se lance pleinement dans la campagne. Je disais tout à l'heure aussi, il doit faire face au sein de sa grande coalition à des dissidences, donc 3 candidats. Et donc, voilà, il a vraiment un challenge à relever parce qu'il dit qu'il est le candidat de la continuité. Donc, celui qui va continuer à défendre les idéaux de la coalition Benno Bokk Yakaar et surtout celui qui veut permettre au plan Sénégal émergent de continuer justement avec ses leviers à développer le Sénégal. Donc, évidemment, il va défendre le bilan du président Macky Sall et ensuite projeter ces éléments de programme à lui. Mais d'une certaine manière, il va être le candidat que tous les autres candidats vont essayer vraiment de confronter par rapport à ce bilan-là, mais aussi de pouvoir présenter autre chose en rupture avec ce qu'ils ont pu faire au sein de l'État ces dernières années. Alors parlons de l'opposition, elle aussi en ordre dispersé quelque part. On connaît la popularité d'Ousmane Sonko et du PASTEF même dissous. Mais le candidat Diomaye Faye, qui lui-même est aussi en prison, n'a pas forcément la même notoriété. Pourra-t-il faire aussi bien? C'est une des grandes questions de cette élection présidentielle parce que vous connaissez l'histoire. Ousmane Sonko était candidat, mais sa candidature n'a pas été validée. Et dans sa stratégie, il avait demandé à M. Bassirou Diomaye Faye d'être candidat et cette candidature est passée. Voilà. On a commencé par ça. Et donc, il est le candidat justement de PASTEF, mais aussi d'une coalition qui est très large aujourd'hui. Vous disiez qu'il n'a pas la même notoriété qu'Ousmane Sonko, mais on voit aujourd'hui une dynamique au sein de sa coalition et de sa candidature. Et beaucoup de candidats recalés d'ailleurs ont rejoint sa coalition. Mais évidemment, au sein de PASTEF, c'est Ousmane Sonko qui devait défendre les couleurs. Mais nous avons aujourd'hui Bassirou Diomaye Faye, qui est moins connu des Sénégalais, mais qui a cette tâche lourde, j'allais dire, de pouvoir porter les couleurs de PASTEF. Et on verra maintenant ce que cela donnera dans les urnes. Absolument. Merci beaucoup, Babacar Ndiaye, pour toutes ces précisions et ce décryptage de la politique sénégalaise. Merci.
infiniment et c'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique de ce dimanche soir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, de Dakar à Tunis en passant par Abidjan. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.